Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du Royal Rumble 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Je tenais juste à vous dire quelque chose, j'ai décidé maintenant en 2023 de ne plus me forcer à sortir les vidéos review, critiques, appelez ça comme vous voulez, des pay-per-view, des PLE, WWE à midi. Dans le sens où, c'est vrai, j'ai dit toute la semaine, rendez-vous dimanche midi, review, critique du Royal Rumble. Mais c'est plus possible en fait, c'est pas possible parce que ça me bousille mon rythme de sommeil, ça me bousille ma semaine après ensuite qui suit parce que ça bousille tout simplement mon emploi du temps. Parce que si je dois dormir que 2 heures entre le samedi et le dimanche ou 3 heures, le temps de monter la vidéo, le temps de faire la vidéo, après ça me bousille mon lundi, mon mardi, mon mercredi, donc j'ai décidé de ne plus faire ça. Donc c'est pour ça, je préfère vous prévenir dans le sens où, oui, les vidéos review critiques de PLE sortiront sûrement entre 14 15 heures, voilà, quand je serai bien prêt, quand j'aurai plutôt bien dormi. Sinon, c'est invivable pour moi. Voilà, merci de le comprendre parce que sinon c'est très compliqué. Bref, on commence directement le show avec le Royal Rumble masculin. Alors vous le savez, je vais donner une note sur 5 et je vais vous donner mes critères pour les Royal Rumble. Ma note sur 5 pour ce Royal Rumble masculin est de 3. 3 sur 5. Alors mes critères pour les Rumble, c'est déjà le choix du gagnant. Est-ce que, selon moi, le gagnant est le bon? Ça, c'est des points en plus. Les surprises. Quand je parle de surprises, j'inclus les légendes, j'inclus les superstars d'NXT, j'inclus des retours et j'inclus des personnes tout simplement embauchées par WWE. Et forcément, un tout petit peu en dessous, il y a le in-ring, on va dire le final. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment trop de in-ring dans un Rumble, mais sur le final, sur les 10-15 dernières minutes, quand on se retrouve à 4, à 3, à 2, là, tu as du in-ring la plupart du temps, et ça, c'est important. Et je mets 3 sur 5 parce que je vais oublier des trucs, je préfère le dire, parce qu'il s'est passé 15 milliards de choses dans ce Rumble, parce que je suis mitigé, je suis partagé. Vraiment, je trouve que les 15 dernières minutes de ce Rumble, où, voilà, je le dis directement, on retrouve Cody Rhodes face à Gunther, face à Theory, face à Logan Paul, et surtout quand on est avec ce duo Gunther-Cody Rhodes, pour moi c'est quasiment du 5 sur 5. C'est un match que tu as envie de voir maintenant, Cody Rhodes contre Gunther. C'est assez phénoménal, c'est assez incroyable. Vraiment, j'adore. Là, pour le coup, sur le in-ring à ce moment-là, je trouve que c'est assez fantastique. Maintenant, en termes de surprise, c'est quand même très limité. Déjà, on avait 27 noms sur 30 de connus. 27 noms sur 30, c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup trop. Ce qui fait que ça laisse peu de chance aux surprises. Et encore une fois, quand je parle de surprise, j'attends pas CM Punk, j'attends pas tout le temps des énormes noms, mais juste des légendes, quelques noms de NXT, et moi, ça me suffit. Et là, ce qu'on peut retenir, aucune superstar masculine NXT dans ce Rumble, comme l'année dernière. Ça me pose un gros problème. Alors, sûrement un manque de place, bien évidemment, mais ça me pose quand même un gros problème. On en reparlera pour le Rumble féminin. Mais ouais, ça me pose un problème de ne pas voir de gars qui viennent d'NXT dans ce Rumble, de ne pas voir un brand breaker dans ce Rumble. Moi, ça me pose un petit problème. Bien évidemment, c'est pas le plus gros problème de ce Rumble, mais ça me pose un petit problème. J'ai un autre problème dans ce Rumble, vu qu'on est sur les problèmes. C'est Rey Mysterio qui s'est fait attaquer en backstage. Il était numéro quoi? 17 18, je ne sais plus, par Dominique, on le sait, Dominique qui rentre en 18, on n'a personne qui est rentré en 17, c'est-à-dire qu'on a eu 29 participants dans ce Rumble et non 30, ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens parce que, on le sait, normalement quand quelqu'un se fait attaquer, quand quelqu'un ne peut pas combattre, il est remplacé directement, comme ça au moins c'est un vrai Rumble à 30, et là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas, on fait un Rumble à 29, et ça me gêne énormément. Vraiment ça me gêne énormément pendant tout le long du show. De la 17e à la 30e place, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va arriver, sinon ça n'a pas de sens. Et non. Et le dernier gros problème pour moi, et j'en parlais déjà depuis des semaines, pour moi, si Cody Rhodes était annoncé dans ce Rumble, c'est que il y avait une grosse surprise derrière dans ce Rumble, c'est que ça cachait quelque chose d'autre. non. Et là, c'est le problème. C'est-à-dire que si vraiment ça cachait quelque chose d'autre,
Si, j'en sais rien, encore une fois, je vais donner des noms pif, mais un The Rock, un Orton, bref, un gros nom qui apparaissait dans ce Rumble, un Stone Cold Steve Austin, un Cena, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'était pas le cas, pourquoi gâcher ta plus grosse surprise et l'annoncer quelques semaines avant? Ça me dépasse. Si c'était ta seule surprise lors de ce Rumble, eh bien ça me dépasse. Ça me dépasse de l'avoir annoncé des semaines avant. Vraiment, ça je ne comprends pas. Encore une fois, il y a des choses que j'ai vraiment appréciées. On a un retour de Edge, mais c'est le 28e retour de Edge sur la dernière année. Donc voilà, c'est pas pareil. Mais qui va être aidé par Beth Phoenix. Ça, c'était plutôt cool. On a un Logan Paul qui va être dans ce Rumble. Et ça, c'était vraiment bien. Je pense qu'on a tous en tête le spot avec Ricochet. Spot incroyable où les deux vont voler et vont se rentrer dedans. Vraiment, la collision est assez fantastique. On a un Booker T. Je crois que c'est Booker T, la seule légende, j'ai envie de dire, légende qui n'est plus en activité, qui rentre dans ce match. Bah, c'est cool. Moi, je suis content. Je vois Booker T. Encore une fois, c'est pas ma génération, etc. Mais voilà, je suis content. Bon, bien sûr, il reste que 30 secondes, mais c'est pas important ça. Mais voilà, ça manquait un peu de légende, ça manquait de prestige, ça manquait de surprise. Mais comme je l'ai dit, eh bien, la fin, on va dire, sur les 10-15 dernières minutes avec un Cody Rhodes Gunther, ça rattrape quand même un peu le niveau. Donc, ouais, un peu déçu. Je ne l'ai pas dit, mais on a Pat McAfee qui est revenu au commentateur donc, pour commenter ce match, justement, et tout ce Rumble. Donc, ça, c'était vraiment top et il a été incroyable tout au long du Rumble. Je ne l'ai pas noté dans les petites choses aussi. Kofi Kingston qui a raté une nouvelle fois son spot. Vous savez, chaque année, on a le spot de Kofi au Rumble. Eh bien, malheureusement, ça fait 2 années d'affilée qu'il se loupe. Là, il y a une mauvaise réception avec une chaise. Et je suis presque triste pour lui, vraiment, quand je le vois rater ça, parce que maintenant, c'est presque son moment. Et il le loupe. Et c'est vraiment triste. Je pense qu'il doit s'en vouloir à mort. Je ne sais pas c'est de la faute de qui exactement, j'en sais rien. Mais je pense que lui, il s'en veut à mort. Mais bref, je pense que j'ai à peu près tout dit. La prestation de Gunther, exceptionnelle. Hein, il rentre en numéro 1. Et il te fait cette prestation-là avec un Sheamus en 2. C'était une très bonne idée de faire ça. Et Gunther qui va rester plus d'1h10 dans le Rumble. Prestation légendaire de Gunther qui marque les esprits dans ce Royal Rumble 2023. Ma note est rehaussée aussi parce que eh bien, j'attendais la victoire de Cody Rhodes. Et elle a eu lieu. Et moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que si ce n'est pas une surprise, mais que c'est le bon choix, ça ne me gêne pas. Pour moi, Cody Rhodes était le bon choix. C'est pas une surprise, mais c'est le bon choix. Donc ça me convient. Bref, vous avez vu, je suis très long sur les Rumble, donc ça va être une vidéo très longue, je préfère le préciser. Mais voilà, c'est un bon 3 sur 5. C'était pas le pire des Rumble, mais c'était quand même loin d'être le meilleur. On enchaîne avec LA Knight face à Bray Wyatt dans un pitch black match. Alors, vous allez peut-être pas trop comprendre ma notation, etc. parce que ça peut être confus. Je ne l'ai pas noté comme un réel match. Alors oui, il y a eu un combat entre LA Knight et Bray Wyatt. Mais honnêtement, et je le dis depuis des années, c'est pas ce qui m'intéresse avec Wyatt. Je m'en fiche de voir Wyatt catcher. Ce n'est pas ce qui m'intéresse chez lui. Moi, je veux voir les histoires, je veux voir ses personnages, je veux voir la mise en scène, je veux voir tout ce qu'il crée autour, le monde qu'il crée autour de lui. Les matchs en soi, je sais qu'ils vont pas être très bons. Bray Wyatt est un catcheur correct. Mais honnêtement, je m'en fiche. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5. Parce que j'ai adoré le match, l'ambiance qu'il y avait. Alors, encore une fois, Bray Wyatt, ça va diviser, mais ça, c'est le principe même de Bray Wyatt. C'est-à-dire que ça va tellement loin, on est tellement sur quelque chose de créatif, mais qui n'est pas habituel, que forcément, ça va choquer et surtout, ça va vraiment déplaire à beaucoup de monde. Moi, ça me plaît. Donc, on a ce Bray Wyatt LA Knight avec donc des lumières fluo, c'est-à-dire qu'on est dans le noir, mais tu as certaines lumières qui ressortent. Et donc, on voit une peinture faciale assez incroyable de Bray Wyatt, qui fait très très peur d'ailleurs. Vraiment, je pense que si j'avais 10-11 ans et que je voyais ça, un peu comme si tu as 10-11 ans et que tu vois le masque de Fiend, je pense que t'es pas très bien devant ta télé. Mais ouais, moi j'ai aimé parce que le match est ce qu'il est. Victoire de Bray Wyatt, et ça, je le mets de côté. Bon, ça, je m'y attendais. Mais c'est l'après-match, moi, que j'aime beaucoup, avec un Bray Wyatt qui va péter un câble, où son masque, finalement, sa peinture faciale va changer, va devenir rouge, comme si, eh bien, il était passé dans un nouveau mode, que ce n'était plus le même. Et donc, Bray Wyatt qui va fracasser LA Knight et Oncle Howdy surtout, qui va travailler avec Bray Wyatt. Alors on peut en parler de ce spot où Oncle Howdy va faire un saut de 4-5 mètres sur LA Knight. Enfin c'est bien ça le problème. Eh bien il s'est vachement loupé Oncle Howdy. Alors je sais pas si c'est difficile de voir avec ce masque,
mais c'est bien loupé, Oncle Audi, c'est-à-dire que vraiment, il atterrit à 3 mètres de LA Knight, c'était assez voyant, et encore une fois, je m'en fiche, j'en tiens par rigueur, c'est pas ça qui va faire perdre des points, mais visuellement, c'est sûr que c'est pas très beau de voir quelqu'un qui tombe à 3 mètres de sa cible, et finalement, un LA Knight qui va brûler, tu vas voir les Muppets, les poupées, finalement, toutes les marionnettes de Bray Wyatt qui vont se retrouver au-dessus, et ça, j'avoue que ça m'a fait un peu flipper, c'était très creepy, c'était dérangeant en fait comme ambiance, mais j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, encore une fois, Bray Wyatt, il t'embarque dans son monde, il t'embarque dans sa tête, tout simplement. Ça va déplaire, je le sais, moi je suis un grand fan, donc j'ai du mal à dire du mal de Bray Wyatt. Ça arrive, hein, bien évidemment, mais là sur ce truc-là, bah, je m'attendais à ce genre de choses-là, je m'attendais à ce genre de match-là, à ce genre de segment après match. Donc pour le coup, bah, j'ai eu ce que je voulais, donc je suis pas déçu et je suis plutôt très convaincu. On passe à Bianca Belair face à Alexa Bliss avec bien évidemment le titre de championne d'Euro de Bianca Belair en jeu. Et ma note pour ce combat est de 2/5. On n'est pas au-dessus de la moyenne. On n'est pas au-dessus de la moyenne pour plusieurs raisons. 8 minutes ou 9 de combat. On a un combat très court. Un combat qui va absolument pas embarquer le public. Et de base, c'était le match qui me hypait le moins sur la carte, déjà. Et en plus, avec ce qui s'est passé juste avant avec Bray Wyatt, et on le sait comment ça fonctionne dans le catch, où quand tu as un gros événement qui fait quand même réagir le public, quelque chose de marquant, eh bien enchaîner, être le match juste derrière, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Le public n'est pas investi, le public est encore dans ce segment, dans ce match d'avant, et donc n'a pas toute sa tête, n'est pas focus sur ton combat. Et là, comme je le disais, eh bien déjà que c'était le match que les gens attendaient le moins, et en plus tu passes après un segment de Bray Wyatt, bah c'est très compliqué. Et c'est très compliqué en plus parce que ce le ring, c'est pas terrible ce qu'elles nous ont fait. Je pensais qu'elle allait avoir une certaine alchimie. Moi j'avais trouvé ces dernières semaines, quand on les a vus un peu sur le ring, qu'il y avait une bonne alchimie, en tout cas que c'était correct et je prenais quand même du plaisir. Là pas du tout, aucune alchimie sur le ring, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'elles étaient perdues. L'impression que c'était la première fois qu'elle se voyait sur un ring. Vraiment, c'était pas très beau à voir. C'était lent, c'était sans rythme. Ouais, je suis assez déçu. Je pense que c'est un des pires matchs de la carrière de Bianca Belair dans le roster principal. Ouais, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Bianca Belair qui va d'ailleurs remporter ce match très facilement. Vraiment, comme je le dis, en 8-9 minutes. Vraiment très facile, Bianca Belair. Et surtout, après le match, on va avoir une nouvelle fois Oncle Audi qui va parler vite fait à Alexa Bliss en lui disant « Tu crois que c'est toi en contrôle, etc. » En fait, j'attendais pas ça moi. J'attendais pas ça dans le sens où c'est le Royal Rumble, t'attends pas juste un prolongement d'une histoire. C'est-à-dire que là, ça devait être un fait marquant pour la gimmick d'Alexa Bliss, ça devait être un tournant pour son personnage. Et là, pas du tout. C'est juste dans la continuité. C'est juste, ok, il s'est passé quelque chose et on va continuer, mais on n'a rien gagné en termes, on n'a pas monté d'un step, enfin vraiment on n'a rien fait en fait, il n'y a pas d'évolution. Après ce match, Alexa Bliss est au même niveau qu'avant ce match, et moi je pensais réellement qu'on allait avoir une certaine conclusion d'une partie de son histoire, j'en sais rien, mais qu'elle pète un câble, qu'elle ait un masque, j'en sais rien, une réunion avec Oncle Audi, je ne sais pas, mais je m'attendais à quelque chose. Je dis pas qu'il fallait s'attendre à quelque chose, mais en tout cas, c'était un peu ce qui était teasé dans le sens où, ok, là au Rumble, il se passe quelque chose, c'est un match important, match pour le titre, donc Alexa Bliss, c'est un tournant. Et ce tournant, il n'a pas eu lieu du tout. Donc en termes de match, c'était pas terrible, et en termes d'avancée dans sa gimmick d'Alexa Bliss, c'était pas bon non plus. On enchaîne avec le Rumble féminin. Ma note pour ce Rumble est de 3,5/5, donc 0,5 de plus que le Rumble masculin. Dans l'ensemble, c'était un Rumble très plaisant. Alors, la note est fortement baissée par ce qui s'est passé en numéro 30. On en reparlera après et je le tease maintenant, mais c'est l'un de mes pires moments en tant que fan de catch sur les 5 dernières années. Vraiment, mais je n'exagère pas. J'ai crié devant mon écran, j'étais dégoûté. On en reparlera. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon Rumble en termes de surprise. On n'est pas encore une fois sur un Rumble légendaire, mais je trouve qu'en termes de surprise, c'était pas mal, c'était correct. On peut noter quoi? Une Rhea Ripley qui rentre en numéro 1 et qui va faire un Rumble légendaire, une prestation légendaire dont tout le monde va se rappeler. Ça, c'était une très bonne idée de la mettre en numéro 1. En plus, elle va saigner très vite dans ce combat, donc ça rajoute un peu de dramaturgie dans son match, je trouve.
Mais, on a d'autres choses aussi, comme par exemple Chelsea Green qui fait son arrivée à la WWE ou son retour, appelez ça comme vous voulez. Un retour très rapide pour le coup, parce qu'elle va être éliminée au bout de 2 secondes. Je sens qu'on va encore faire une blague autour de Chelsea Green. Alors, moi j'ai rien contre Chelsea Green, mais c'est-à-dire que si tu me la bookes à chaque fois comme une blague, je comprends pas l'intérêt de la ramener. Mais ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et en plus, j'ai rien contre elle, mais voilà. Et on a eu, en termes de légende, on a eu finalement que Michelle McCool. Mais Michelle McCool qui va être dans le public, d'ailleurs, avec ce gosse, avec ses enfants, donc tranquillement, avec sa famille. Et il y a sa musique qui retentit. Bah ok, vas-y, je monte sur le ring. Michelle McCool qui est dans une forme incroyable. Je ne sais même pas à quel âge Michelle McCool, je n'arrive pas à me dire elle a quel âge. Vraiment, c'est n'importe quoi. À chaque fois qu'elle fait une apparition au Rumble, je me dis mais quel âge a cette femme? Elle est dans une forme physique dingue. Enfin, j'ai l'impression qu'elle ne vieillit pas. Vraiment, j'ai l'impression de voir la même Michelle McCool qu'il y a 15 ans quand je regardais le catch sur NT1. Enfin, un peu moins de 15 ans quand même. Mais ouais, je trouve ça assez fou. Mais surtout, moi, ce que je retiens en termes de retour et surtout ce qui m'a beaucoup plu, eh bien, c'est le retour de Asuka. Asuka qui fait son retour en plus avec une nouvelle gimmick, avec possiblement, alors ça on sait pas exactement, mais sa gimmick du Japon, sa gimmick quand elle était Kana, et on le voit, son entrée, la réaction du public, déjà, il y a une première réaction sur la musique, qui a changé d'ailleurs, et je la trouve encore vraiment très bien, et d'habitude les changements de musique sont pas très bons chez WWE, là pour le coup je trouve que la musique est très bien, et donc elle va retirer ce masque, et là il y a une deuxième réaction du public qui explose, parce que ouais, elle a une peinture faciale qui est phénoménale, qui est flippante, et j'adore, et donc Asuka qui va faire une belle performance, qui va arriver dans les 3 dernières, si je dis pas n'importe quoi. Et vraiment, j'étais trop heureux. On a par exemple aussi Piper Niven qui est dans ce Rumble. Piper Niven qui était Doudrop et qui fait son retour sous son vrai nom, Piper Niven, hein, son nom d'NXT UK. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Piper Niven, c'est une bonne catcheuse et ça va faire du bien à cette division féminine aussi. Et forcément, on a eu des superstars d'NXT. Alors j'avoue que je suis partagé sur les superstars d'NXT dans ce Rumble parce que on a la championne Roxanne Perez qui va être la première superstar de NXT à rentrer dans ce Rumble. Donc je suis trop content. Mais elle dure pas assez longtemps, elle reste pas assez longtemps dans ce Rumble. Je dis ça comparé à Zoey Stark. Zoey Stark, superstar de NXT, qui va arriver dans le Rumble et qui va rester très longtemps. Elle va jamais se faire éliminer. J'ai l'impression qu'elle est là pendant vraiment des heures et des heures. Alors que Roxanne Perez est partie au bout de 5 minutes. Et j'avoue que ça j'ai pas trop compris en termes de cohérence. Fait quand même durer ta championne NXT plus longtemps que tout le reste des membres du roster NXT qui sont dans le Rumble. Et ça, j'avoue, j'ai pas compris. Indy Hartwell va aussi faire une apparition un peu plus quelconque, j'ai envie de dire, pour Indy Hartwell. Mais ouais, un peu déçu de ce booking de Roxanne Perez, je l'avoue. Et forcément, on y arrive, on est obligé d'en parler. Le numéro 30, ou la numéro 30 plutôt, Nia Jax. Et c'est un fail total, c'est un raté total, parce que de 1, Nia Jax, on en reparlera, et de 2, c'est la première fois dans l'histoire des Rumble que je vois ça, Nia Jax qui arrive avant le décompte, avant la fin du décompte, la musique qui se met, on comprend rien, le décompte est pas fait, et t'as Jax qui arrive, on dit « Oh, c'est bon, c'est la numéro 30 ». C'est quoi ce bordel? Genre, comprends rien. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. C'est comme si Nia Jax, elle était sortie du public, elle était arrivée en mode « Non, c'est moi qui ai le numéro 30, je m'en fiche ». Rien compris. Et donc ouais, moi ça me gêne Nia Jax, et je le dis ouvertement, j'ai pas l'habitude de critiquer autant les catcheurs, et c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire parce qu'on s'attaque souvent à un catcheur et ça peut être des attaques personnelles, mais je m'attaque surtout à la catcheuse Nia Jax, et encore une fois c'est pas ce que j'aime faire, mais je n'aime pas Nia Jax, la catcheuse. Je la trouve assez horrible et surtout je la trouve dangereuse. Le nombre d'exemples qu'on a de superstars qu'elle a blessées ou qu'elle a failli blesser, ou on est à 2 doigts du drame, moi ça me pose un problème. Ton premier, on va dire, truc que tu apprends, la première chose que tu apprends dans le catch, c'est protéger ton adversaire. Ton adversaire, tu dois faire équipe avec lui. Nia Jax ne fait pas équipe avec son adversaire, elle blesse ses adversaires. Et moi ça me gêne. Moi ça me gêne parce que voir ça en numéro 30, c'est comme si Triple H me dit, je m'en fous, je me fous de votre gueule, et c'est comme si Triple H ne comprenait pas. Et d'habitude, Triple H comprend plutôt quand même ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Alors oui, il y a des erreurs, etc. avec Triple H, bien évidemment. Mais là, c'est la première fois où je me dis, mais Triple H n'a rien compris. Triple H,
est à l'ouest. C'est la première fois là depuis les 7-8 mois ou 6 mois que Triple H est là, où je me dis vraiment Triple H est à l'ouest. Des fois je laisse la place au doute, c'est-à-dire que je me dis ok il a fait ça mais attendons de voir. Par exemple pour Austin Theory j'étais dégoûté sur le début et il y a eu un changement, donc c'était pas mal. Sur le coup j'étais quand même dégoûté. Mais là non, là il n'y a pas de point positif, je vois aucun point positif. Certains m'ont dit oui ce n'est qu'une apparition d'une nuit. Non, il y a du merch de Nia Jax qui vient d'être posté sur le WWE Shop. Non, ce n'est pas qu'une apparition d'une nuit. Nia Jax est bien de retour et ça me pose un gros problème. Et je suis dégoûté. Vraiment, devant mon écran, j'étais dégoûté. Vraiment, quand tu es à 4h du matin et qu'en numéro 30, tu vois Nia Jax, c'est dur, c'est dur. Finalement, donc, on a les 3 dernières qui sont Liv Morgan qui fait une grosse prestation, elle aussi, qui est arrivée en numéro 2. Rhea Ripley et Asuka. Asuka qui va porter son son Poison Mist sur Liv Morgan. Rhea Ripley va en profiter pour l'éliminer. Donc Asuka reste quand même très très forte et ça c'est tant mieux. Et Rhea Ripley qui va éliminer Liv Morgan. Liv Morgan qui va faire un super bump, vraiment qui va vendre super bien d'ailleurs. Et donc victoire de Ripley. C'est aussi pour ça que ma note est plus haute. Là aussi c'est une victoire de quelqu'un à qui on s'attendait, Rhea Ripley. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas trop d'autres favorites dans ce Rumble. Et elle a gagné ce match. Et moi, ça ne me pose pas de problème qu'il n'y ait pas de surprise tant que le choix est bon, encore une fois. Donc, Rhea Ripley ira à WrestleMania. Elle ne sait pas s'il aura challengé Charlotte Flair ou Bianca Belair. Mais moi, je suis très content de l'avoir dans cette position-là. Elle a fait une super prestation. Et j'ai hâte de la voir encore plus haut dans la carte. Et le main event, Roman Reigns défend ses titres de champion Universal et WWE face à Kevin Owens. Un match qui va durer, je crois, 18 minutes. Ma note pour ce combat, et elle est très dure à donner parce que, je dois donner une note pour ce combat, mais j'ai quand même une note pour le segment d'après-match. Pour le combat, j'ai mis 4,25 sur 5. Je trouve que c'est un bon combat. C'est les bons combats de Roman Reigns dans le sens où j'ai toujours peur avec Reigns et il l'a fait, on va dire, plutôt, c'était souvent lors de l'ère Thunderdome où il dominait ses matchs pendant 20 minutes et sur les 3, 4, 5 dernières minutes, son adversaire se réveillait et là ça devenait un peu intéressant. Là c'est moins le cas, je trouve quand même, il y a un peu plus de partage maintenant de temps de domination et j'avoue que je préfère ces matchs-là, même si, encore une fois, en termes de personnages, un Roman Reigns qui domine et qui va vraiment faire du trash talking pendant tout le long du match, ça fonctionne. Mais moi en termes de visionnage en tant que fan et juste j'ai envie de voir du catch, voir 20 minutes de Roman Reigns qui est au sol en train d'anéantir son adversaire, c'est pas toujours très amusant. Mais là non, on n'est pas sur cette formule-là, on est sur un bon match de catch, ça fonctionne très bien. Après les deux se connaissent très bien aussi, c'est leur 1000e combat, j'abuse à peine, mais vraiment ils se sont affrontés beaucoup de fois, donc ils se connaissent par cœur. Et ça fonctionne très très bien. Kevin Owens est le babyface parfait dans ce type de combat là. On a simplement Sami Zayn qui est en ringside avec Paul Heyman, mais les Usos ne sont pas là, Sikoa n'est pas là. Roman Reigns a bien demandé spécifiquement à Zayn d'être le seul présent ce soir. C'est son dernier test à Zayn et c'est un peu, on va dire, le plus intéressant dans ce combat. Certes, il y a les titres qui sont en jeu, mais c'est l'histoire autour de Sami Zayn et de Roman Reigns qui est, on va dire, ce qui nous intéresse le plus. Forcément, on va avoir un spot où l'arbitre va se retrouver au sol et donc Zayn va devoir intervenir, Zayn va devoir faire des choses. Et c'est à ce moment-là, on va voir un Zayn hésiter à donner une chaise à Roman Reigns. Donc déjà, il y a une hésitation, on se dit attention Sami, attention quand même, tu joues avec le feu. Roman Reigns qui, en se retournant, suite à cette perte de temps, va prendre un stunner et là, ça va faire 2,99. On n'était pas loin de la défaite à cause de Sami Zayn. Finalement, Roman Reigns va plutôt bien s'en sortir, va faire son enchaînement classique et remporter ce match. Mais on est obligé de parler de l'après-match. Et j'ai dit que c'était 4,25 pour ce combat. Mais pour l'après-match, c'est 5 sur 5, c'est 6 sur 5. Mettez la note que vous voulez, mais c'est plus que parfait, vraiment. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est un des plus grands segments que j'ai vu en live chez WWE. Et je ne pense pas abuser en disant cela. C'est l'un des plus grands segments. Parce qu'on peut parler de segments en soi, mais là c'est un segment qui est dans la continuité, qui fait sens par rapport à tout ce qui se passe depuis des mois. C'est un segment qu'on attendait, c'est un segment qu'on a eu et qui a été parfaitement exécuté. Forcément, donc pour rappeler, Sami Zayn et toute la Bloodline, en tout cas toute la Bloodline est là et va détruire Kevin Owens, vont même l'attacher aux cordes avec des menottes, et Roman Reigns va donner une chaise à Sami Zayn, va lui dire maintenant c'est à ton tour.
parce que Sami Zayn s'est mis devant Roman Reigns lorsque Roman Reigns voulait donner un coup de chaise à Kevin Owens. Donc Reigns lui dit, bah tu sais quoi, bah maintenant c'est toi. C'est toi qui va frapper ton meilleur ami, c'est toi qui va le frapper avec cette chaise. Et Sami Zayn ne veut pas. Sami Zayn ne veut pas, et encore une fois, certains vont dire, c'est pas logique par rapport à ce qui se passe lors des dernières semaines. C'est très logique. Regardez bien tous les segments, Sami Zayn ne frappe jamais Kevin Owens. Sami Zayn ne fait jamais rien à Kevin Owens. Alors, il va peut-être pas l'aider, mais en tout cas, il ne l'attaque pas, il le frappe pas. Et ça, c'est important de le notifier. Et donc, Sami Zayn ne veut pas. Sami Zayn qui va se prendre des grosses claques dans la tête de la part de Roman Reigns. Là, la tension, elle monte. Il y a une grosse intensité. Là, ça commence à rugir dans le public. Sami Zayn, donc, qui est en position Seth Rollins, en mode shield, j'ai envie de dire, qui va s'écarter derrière Roman Reigns et qui va mettre un gros coup de chaise dans le dos de Roman Reigns. Ça rappelle des souvenirs à Roman Reigns, ça rappelle des souvenirs au Shield tout simplement et à nous en tant que fans. Ouais, grand moment, Sami Zayn qui va finalement se faire détruire après parce que, eh bien, Jey Uso va lui mettre directement un super kick dans la tête, Solo Sikoa va lui sauter dessus. Jey Uso qui lui est dans l'incompréhension va lui dire mais pourquoi tu fais ça? T'étais bien, c'était parfait. On a un Jey Uso qui est presque en larmes et surtout on a un Jey Uso qui va s'en aller, qui va pas prendre part à ce passage à tabac de Sami Zayn de la Bloodline. Jey Uso ne veut pas vivre ça. Jey Uso se met à l'écart et j'ai presque envie de dire Jey Uso n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors il n'est pas totalement avec Sami Zayn parce qu'on a bien vu, il n'est pas content que Sami Zayn ait attaqué Roman Reigns. Mais il n'est pas du côté de Reigns non plus. Et encore une fois, construction de personnage, un Jey Uso qui était contre Roman Reigns, qui maintenant est, on va dire, son plus fidèle servant et qui, là, se retourne, pas vraiment contre lui, mais qui est plus mitigé. C'est une construction d'histoire magnifique. Et donc on finit le show avec un Sami Zayn qui est détruit sur le sol. Et c'était parfait, c'était magnifique. Vraiment de A à Z, j'ai rien à dire sur ce segment, c'était parfait. Encore une fois, je vais utiliser ce mème là, This is Cinema. Mais ouais, c'est ce qu'on veut dans le catch aussi. C'est bien la technique, c'est bien les matchs 5 étoiles, ouais, mais ça c'est mieux. Moi je trouve ça encore mieux. Vraiment, quand les histoires sont écrites de cette manière-là et qu'on a ce genre de segment-là, je prends un pied pas possible. Et là, cette fin de show, ouais, c'était assez exceptionnel et je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Bilan de ce Rumble. Très partagé, hein. Vous l'avez vu lors de ma review, il y a des vraiment très bas. Et il y a des très hauts. Donc vraiment c'est très compliqué de donner une note à ce show. Même mon sentiment final eh bien, était vraiment excellent. Parce que comme je l'ai dit, on se quitte sur ce segment de la Bloodline qui est l'un de mes segments préférés sur les 5 dernières années WWE. Donc oui, tu termines ce show sur ça. Je suis aux anges et vraiment je n'arrive pas à dormir derrière. C'est pour ça que ma vidéo est plus tard aussi. Mais voilà. Mais le problème c'est qu'après à froid, là, en dormant, je relis mes notes, je réfléchis. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas pour un Royal Rumble dont j'avais beaucoup de hype. Vraiment, ma hype était de 10 sur 10. Pour les Rumble aussi, parce que certes, il y avait l'histoire autour de Sami Zayn, Roman Reigns qui te donne une hype, mais le Royal Rumble, eh bien, c'est les matchs Royal Rumble. Et là, je trouve qu'il y a quelques déceptions, il y a quelque chose qui ont été mal faites, mal exécutées. Et donc, ça me gêne un tout petit peu. Maintenant, voilà, c'est pas la catastrophe comme après, annoncé comme après le Rumble féminin. C'est-à-dire que vraiment, après le Rumble féminin, pour moi, c'était le pire show de l'histoire. Bien évidemment, j'étais dans le dégoût, donc voilà. Il y avait la victoire de Rhea Ripley, mais il y avait cette arrivée de Nia Jax, donc j'étais vraiment assez dégoûté. Après, forcément, ce main event et donc ce segment de fin, j'ai un sentiment plus partagé, donc ouais. Allez, si je dois donner une note, allez, on est sur un 6 sur 10, parce que je peux pas aller trop haut, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont déplu. Et en même temps, comme je l'ai dit, vraiment ce segment main event, je vais m'en souvenir. Je pense qu'on s'en souviendra tous pour ceux qui l'ont vécu en direct. C'était un sacré moment. Vraiment, c'était un sacré moment. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je parle depuis 2 heures. Cette vidéo va être très longue. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès mardi pour ma review d'Euro. Salut